Cette vidéo est une première sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et déployer un modèle de machine learning sans coder. Ici, il s'agit de ce qu'on appelle no-code. Sûrement, vous avez déjà entendu parler des solutions no-code de machine learning. Alors, c'est quoi? C'est les solutions no-code. Dans les solutions no-code, comme le nom l'indique, pas de code, ce sont des solutions qui vous permettent, à partir d'une interface graphique, de créer un modèle de machine learning, d'analyser des données, d'accord, de créer un modèle de machine learning et de le déployer en production. Et en matière de solutions no-code, il y a les solutions proposées par les services cloud. Donc, les services cloud, vous savez qu'il y en a trois majeurs dans le monde et ils sont tous des sociétés américaines, des multinationales américaines. Il y a Microsoft Azure, il y a AWS pour Amazon et il y a Google Cloud Platform. D'accord? Et donc, j'aimerais vous faire un tutoriel aujourd'hui pour vous parler en fait de la solution Azure Machine Learning AutoML. D'accord? C'est cette solution que nous allons utiliser aujourd'hui pour créer un modèle de machine learning et le déployer en production sans écrire une seule ligne de code. Donc, tenez-vous bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de la vidéo, après déploiement du modèle, je vais vous montrer comment vous pouvez la consommer. Donc, consommer ce modèle-là par une application cliente écrite en Python, par exemple. Alors, sans plus tarder, vous devez déjà créer un compte sur Azure. Donc, cela, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur portal.azure.com. D'accord? Donc, https portal.azure.com. Peut-être ceux qui suivent cette vidéo en Afrique, euh, il faut savoir que peut-être vous aurez besoin d'une carte bancaire, d'accord? Mais je sais que Azure offre aux étudiants la possibilité de travailler sur ces solutions pendant une durée donnée. Il vous offre en fait un crédit. Je ne sais plus de combien ce crédit est, je pense de 100 dollars et pour permettre aux étudiants en fait de pratiquer. Donc déjà, pour ceux qui ont des adresses étudiantes, d'accord, des adresses mail délivrées par qui leur ont été délivrées par leur université, ces personnes peuvent utiliser Microsoft Azure gratuitement pendant une durée donnée. En tout cas, il y a un certain nombre de crédits qui est alloué aux étudiants et ils n'ont même pas besoin de carte bancaire pour s'inscrire. D'accord? Donc, quand vous allez sur portal.azure.com, vous renseignez votre adresse étudiante, vous n'aurez même pas besoin de carte bancaire pour vous inscrire. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, ils peuvent le faire aussi si vous avez si vous êtes étudiant ou étudiante et que vous possédez une adresse de messagerie Internet, donc un mail délivré par votre structure universitaire, et si Azure le reconnaît comme tel, alors vous allez pouvoir bénéficier de ce crédit de 100 dollars. Et je pense même qu'en dehors des étudiants, Azure aussi offre à toute personne un crédit pour explorer un peu les solutions de Microsoft Azure. Mais je pense que si vous n'êtes pas étudiant, je pense qu'ils vont vous demander une carte bancaire pour vous authentifier. Donc c'est juste ça la difficulté. Mais franchement, si vous arrivez à vous inscrire sur le portail Azure, vous allez pouvoir suivre ce tutoriel. De toute façon, je ne suis pas, il faut que je précise un truc, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Microsoft Azure, d'accord? Je n'ai pas pris de l'argent auprès de Microsoft Azure pour faire cette vidéo. Moi, je fais cette vidéo juste pour vous montrer comment les choses évoluent aujourd'hui en data science. Les choses évoluent et vous devez aussi évoluer, vous devez faire évoluer vos compétences.
Si vous savez coder, c'est bien. Donc, vous codez from scratch, vous créez votre modèle de machine learning, vous le déployez, c'est bien. D'ailleurs, les entreprises sont de plus en plus dans les solutions open source, donc gratuites et libres d'utilisation. Mais il faut savoir que beaucoup d'entreprises ont déjà pris le pas du cloud, d'accord, du cloud computing. Quand on parle de cloud, c'est deux choses. Il y a le stockage et la puissance de calcul. D'accord? Ces fournisseurs de cloud, notamment, on parle de Azure aujourd'hui, ils ont deux services principaux. Un service de stockage, donc vous stockez vos données dans leur data center, et un service de puissance de calcul. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'avoir des serveurs sur site de façon physique, mais vous avez de la ressource de calcul qui est disponible et qui peut supporter vos opérations quotidiennes dans votre organisation. Et beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organisations de par le monde sont rentrés dans cette phase-là. Et justement, en tant que data scientist, vous devez tout au moins maîtriser une solution cloud. Les trois principaux fournisseurs, je les ai cités tout de suite, c'est Azure, AWS, Google Cloud Platform. Il faut au moins maîtriser l'un de ces trois-là, d'accord, pour être quand même compétitif. Et justement, si vous cherchez du boulot, ça peut être un plus pour vous dans votre candidature. Ça peut être un plus d'avoir une certification délivrée par la maison mère. Quand je dis certification, il faut comprendre. Je ne parle pas d'un cours que vous avez suivi sur Coursera ou bien DataCamp ou bien sur LinkedIn. C'est une certification délivrée par Microsoft elle-même ou bien délivrée par AWS ou bien délivrée par Google Cloud Platform. Et il y en a plusieurs. D'accord? Pour Azure, par exemple, il y a la certification Azure Data Scientist. Donc, quand vous êtes certifié Azure Data Scientist, ça veut dire que sur toutes les solutions de data science de Azure, on vous reconnaît vos compétences. Donc, le recruteur, il ne discute même plus. Voilà, vous apportez la certification. Lui sait que au moins sur les solutions Microsoft Azure Data Science, vous êtes opérationnel. D'accord? Donc, ça peut faire un plus dans votre candidature. Alors, cette phase d'introduction passée, on va d'abord commencer par créer une ressource. Donc, je suis ici euh, au niveau de l'accueil, donc sur le portail au niveau de l'accueil. Je vais créer une ressource. Donc, je clique ici sur créer une ressource. Et il va me proposer plusieurs choses et je vais choisir. Donc, euh, je vais cliquer sur analyse et je vais choisir Machine Learning. Donc, je fais créer, vous faites créer. Et on va créer une ressource de Machine Learning. Puisqu'on veut créer un modèle de Machine Learning, on va créer une ressource de Machine Learning. Donc, une fois que ça c'est fait, vous avez cette page-là. Vous cliquez sur Créer nouveau. Donc, je vais créer nouveau et je vais nommer ma ressource, mon groupe de ressources. Je vais nommer ça tutoriel Azure Auto ML. Nommez ça comme vous voulez. Tout compte fait, dès que vous avez ce symbole-là de note et cette petite, je ne sais plus comment ça s'appelle, lorsqu'elle s'affiche comme ça en vert, ça veut dire que ce nom-là est disponible, vous pouvez l'utiliser. Donc je fais OK. Je vais créer maintenant un espace de travail. Je vais la nommer par exemple euh, training, training auto ML. D'accord? Là aussi, c'est pareil. Si le nom est disponible, ça va marquer vert. Et si vous respectez la règle de nomenclature, ça va s'afficher vert à ce niveau-là. Donc, je vais augmenter un peu. Et dès que vous choisissez le nom de votre espace de travail, vous n'avez plus besoin de renseigner quelque chose. Ça se renseigne automatiquement. Au niveau de région, je vous conseille de laisser tel. Sinon, vous cherchez la région qui est proche de votre pays, c'est tout. Donc, moi, je le laisse comme ceci, donc à East US 2. D'accord? Je le laisse comme ça n'a pas d'importance majeure pour ce tutoriel-là. Et je fais vérifier
créer, je clique là, il va checker si tout est bon. Il me dit validation réussie, d'accord? Donc, je peux créer ma ressource maintenant. Donc, je vais cliquer sur créer. Vous cliquez sur créer aussi. Donc, il me dit initialisation du déploiement. Donc, il est en train de créer ma ressource de machine learning. Ça va prendre un certain temps, donc patienter. Une fois que c'est fait, on va pouvoir lancer Azure Machine Learning Studio. Voilà, ma ressource a été déployée. Donc, une fois que c'est terminé, tout est marqué au vert ici, comme vous le voyez. Et j'ai aussi une notification qui me dit déploiement réussi. Donc là, c'est bon. Je peux maintenant cliquer sur accéder à la ressource. Donc, je clique sur accéder à la ressource. D'accord? Et vous voyez, il me dit lancer le studio. Donc, on va quand même un peu lire ce qui est écrit ici. Utilisez vos modèles dans Azure Machine Learning Studio. D'accord? Le Azure Machine Learning Studio est une application web qui vous permet de générer, entraîner, tester et déployer des modèles machine learning. Lancez-la maintenant pour commencer à explorer. Donc, c'est une application web, c'est une interface graphique qui va vous permettre de générer, entraîner, tester, déployer vos modèles machine learning. Donc, tout ceci sans coder, bien entendu. Donc, je lance le studio. Donc, me voici dans Azure Machine Learning Studio. Ici, déjà, vous remarquez que moi, j'ai mon écran en mode dark, d'accord? Donc, moi, j'aime bien travailler dans ce mode-là parce que quand c'est tout blanc, là, ça fait mal aux yeux. Vous pouvez, je pense, le changer ici, light, dark, ok? Moi, j'ai choisi dark. Donc, la première des choses à faire, c'est d'importer vos données. Ce qui est bien dans ce genre de solution AutoML, c'est que ça suit exactement le processus en machine learning. Donc, importation des données euh, et maintenant création et analyse, création du modèle, déploiement du modèle. D'accord? Donc, c'est pareil. Donc, la première des choses, gardez ça en tête, c'est d'importer mes données. Ici, on va partir dans le menu Data. D'accord? Dans Assets, vous partez dans Data. Ah, j'oubliais. Et vu qu'on travaille dans Azure, on ne travaille pas en local. La première, vraiment, la toute première chose à faire, c'est de créer une instance de calcul. D'accord? Donc, on va plutôt venir dans Compute. Je viens dans Compute et je vais créer une instance de calcul. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas que ça soit théorique. Vous pouvez regarder la documentation ou on peut en discuter en commentaire si vous voulez vraiment des définitions théoriques. Une instance de calcul, c'est tout simple. C'est ce qui va vous permettre de calculer les choses. D'accord? Parce que qui dit projet de machine learning, il faut de la ressource de calcul, bien sûr. Et c'est justement ça que vendent ces fournisseurs de cloud. C'est comme s'ils vous mettent à disposition un ordinateur virtuel, d'accord? Mais ce n'est pas que ça. Il y a plusieurs types de calculs et d'instances de calcul. Il y a les instances de calcul normales, il y a les clusters de calcul, il y a les clusters Kubernetes, d'accord? Donc, il y a plusieurs, pour différentes opérations, vous avez plusieurs types de ressources de calcul. Donc, on va créer une qui est très simple. Ici, on va pas être gourmand, même si j'utilise une souscription étudiante, mais quand même, on va faire les choses le plus simple possible. Alors, compute name, je vais mettre, il faut choisir un nom, bien entendu. Donc, ici, d'abord, regardez, il vous propose des différents types, d'accord? Pour, lorsque vous avez un abonnement étudiant dans Azure, vous n'avez pas forcément accès à tout type de ressources. Non, c'est un peu limité. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai 2 corps 14 Go RAM et de RAM et 28 Go
de stockage. Ça, c'est déjà bien. Il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs. En tout cas, il y a des ordinateurs qui ont ces capacités-là, mais voilà, ça va aussi avec le prix. 14 Go de RAM déjà. Si vous voulez un truc neuf, il faut compter dans les 1 000 € quoi, parfois. D'accord? Vous avez 4 corps, 14 Go de RAM. Ça, c'est utilisation générale pour les modèles de machine learning classique avec de petits jeux de données. OK? Et lorsque vous avez de gros jeux de données, bon, pas gros jeux de données, à taille médium, ils disent entre 1 et 10 gigas, il faut plutôt utiliser ça. D'accord? 4 corps, 28 gigas de RAM et 56 gigas de stockage. Et vraiment, si vous voulez manipuler de larges ensembles de données, il faut utiliser la dernière possibilité, 4 corps, 8 gigas de RAM et 32 gigas de stockage. Mais nous, on va utiliser même ceci, d'accord? La deuxième option, puisque vraiment c'est un tutoriel, un petit tutoriel que je vais vous faire. Et je vais nommer ça comme ceci, Joe Cluster, tout simplement. Vous le nommez comme vous voulez et vous faites Create. Donc, il va me créer cette instance de calcul là. On patiente un peu. Donc voilà, après quelques minutes, l'instance de calcul a été créé. Je dois dire que tout ceci dépend aussi de la vitesse de votre connexion Internet, hein. Ça peut être très très rapide si vous avez une forte connexion Internet, comme ça peut être un peu faible aussi. Donc l'instance de calcul a été créée. Donc dès lors, tout ce que nous allons faire ne va plus dépendre de notre machine locale. D'accord? Ça va vraiment dépendre de la puissance de l'instance de calcul que nous avons créée. OK? Donc, nous travaillons vraiment dans un environnement bien fermé qui appartient à notre abonnement Azure Machine Learning. OK? À notre abonnement Azure. Donc, sans plus tarder, la deuxième étape maintenant, c'est d'importer les données, d'enregistrer les données. Donc, on va dans le menu Data et on va enregistrer notre jeu de données. Donc, je vais l'appeler par exemple, je vais utiliser le jeu de données sur le credit scoring. J'ai déjà travaillé beaucoup avec ce jeu de données. Vous allez trouver une formation sur ma chaîne YouTube qui concerne l'analyse exploratoire des données sur le risque de crédit avec Python. Donc, c'est toujours ce même jeu de données. Il y a une formation aussi machine learning pour la modélisation du risque de crédit dans R. C'est également ce jeu de données que j'ai utilisé. Et donc, aujourd'hui, je vais utiliser ce même jeu de données pour vous montrer un peu la fonctionnalité AutoML de Azure. Donc, je vais dire Credit Scoring Train Data. Train, bon, je mets Train tout simplement. Ou bien Train Data, pour être précis. Ok, bien, je peux mettre même Train Data tout simplement. Vous pouvez mettre une description, vous mettez ce que vous voulez. Le type de données c'est tabulaire, donc vous laissez ça comme tel. Et on fait Nest. Ici, il vous dit de choisir une source pour votre jeu de données. Donc, vous pouvez choisir 5 différents types de sources, d'accord? Il y a from Azure Storage, d'accord? Donc, vous avez les Azure Blob Storage, Azure File Azure Data Lake. À partir des bases de données SQL, donc Azure SQL ou bien Azure PostgreSQL. Vous avez aussi des jeux de données open source qui sont inclus directement dans Azure. Vous pouvez prendre le jeu de données directement dans votre ordinateur et vous pouvez prendre le jeu de données à partir d'Internet. Donc, fournir l'URL de ce jeu de données. Et c'est ce que nous allons faire. Je vais vous fournir l'URL. Je vais lui fournir l'URL de mon jeu de données. Donc, je clique sur From Web File et je fais Nest. OK? Donc, ici, il va me dire de taper l'URL. Donc, j'ai stocké le jeu de données dans l'un de mes répertoires GitHub. Je mettrai le lien en description et vous allez pouvoir utiliser ce même jeu de données et retrouver même tous les autres projets que j'ai fait par rapport à ce jeu de données. Donc, par rapport au credit scoring. Je peux maintenant faire Nest. Après avoir renseigné l'URL, je fais Nest et il va importer le jeu de données et le stocker dans mes assets data. D'accord? Je pourrais l'avoir directement
dans Azure Machine Learning Studio et ça sera noté comme ayant, en fait, ce jeu de données, ce sera sa première version. Donc, ça permet aussi de suivre automatiquement les changements au niveau des jeux de données. Donc, c'est assez intéressant. Donc, il va prendre le temps de charger la dataset. Je rappelle quand même que c'est une dataset qui fait un peu plus de 30 000 observations quand même. Donc, ça peut prendre légèrement un peu de temps quand même pour charger. Lorsque Azure Machine Learning Studio finit de charger le jeu de données, je peux avoir un aperçu de ce jeu de données. Ok, donc j'ai un aperçu ici, j'ai mes variables et j'ai la variable cible loi de status qui détermine si une personne est en défaut de paiement dans modalité 1 ou sinon modalité 0. Donc on est face à une tâche de classification binaire et il a bien inféré les choses apparemment, donc il a bien déterminé que c'était délimité par des virgules, ok, les champs dans le fichier CSV et tout est bien, tout s'affiche bien. Donc quand c'est comme ça, je peux mettre Nest. Je peux cliquer sur Nest et je regarde. Donc sûrement derrière cet algorithme, il y a Pandas, puisque je constate qu'il a quand même bien inféré les formats des différentes variables. Donc par exemple, pour l'âge, c'est des entiers naturels, pour le revenu aussi, c'est des entiers naturels, etc. Après, cette variable, c'est des chaînes de caractères. Donc, il y a des variables qualitatives et il y a aussi des booléens. OK? Donc, euh, je vérifie que tout est bien et lorsque je suis d'accord avec ce qu'il a fait, je clique sur Nest. Mais souvent, c'est propre, hein. Je clique sur Nest. Et il me donne un récapitulatif ici. Je regarde encore si tout est bon et je fais Create. Donc, il va me créer ce jeu de données et donc je pourrais maintenant aller créer une expérience machine learning. Donc, mon jeu de données a été créé, donc a été enregistré dans mes assets data. Il me propose de faire une exploration, donc je peux regarder, faire une petite exploration. Je tiens à noter ceci, à souligner ceci plutôt. Ici, j'ai plus de 32 000 observations, plus de 30 000 observations en tout cas, mais lui il va générer un profil rapide des 10 000 premières observations. Ok, donc c'est ce profil que j'ai ici. Donc vous pouvez avoir les histogrammes, les diagrammes à bas, etc. Donc ça vous permet déjà d'avoir un petit aperçu de votre jeu de données. Ok, vous pouvez également générer un profil complet de votre jeu de données en cliquant ici. Donc, bon, je vous laisse le faire. Euh, Maintenant, on va passer maintenant à l'étape machine learning. Donc, je vais sur Automate ML. Donc, c'est machine learning automatisé ou communément appelé AutoML. Et vous avez la documentation si vous voulez lire la documentation. Alors, c'est quoi vraiment AutoML? Donc, on peut cliquer sur ça pour voir la définition même de Microsoft Azure. Qu'est-ce que le machine learning automatisé? Le machine learning automatisé, également appelé ML automatisé ou AutoML, est le processus d'automatisation des tâches fastidieuses et itératives de développement de modèles machine learning. Il permet aux chercheurs de données, analystes et développeurs de créer des modèles machine learning à grande échelle, efficaces et productifs, tout en maintenant la qualité du modèle. L'apprentissage automatique automatisé dans Azure Machine Learning se base sur une innovation de notre division Microsoft Research. Donc voilà, je vous laisse, vous pouvez lire la documentation. C'est quand même ce que j'aime. Et ça, ce n'est pas pour leur faire de la publicité, hein. Ce que j'aime quand même au niveau de Microsoft, c'est qu'ils ont une bonne documentation déjà, très bonne documentation. Vous me direz en commentaire si vous avez
regarder les autres fournisseurs tels que AWS et Google Cloud. En tout cas, ils ont une très bonne documentation en français comme en anglais. Et aussi, leur interface graphique est vraiment digeste. D'accord? Vous comprenez. Vous pouvez même le mettre en français. D'accord? Donc, franchement, mais moi, je le mets en anglais. Je comprends mieux parce que en français, c'est pas possible pour moi. Donc, je le garde tel et maintenant, nous allons créer une expérience machine learning en cliquant sur le bouton plus. La première chose, c'est sélectionner le jeu de données. Donc, il nous propose les jeux de données que nous avons déjà enregistrés. Donc, ici, je vais cliquer, cocher mon jeu de données Train Data. Je fais Next et je vais, et puisque je n'ai pas d'expérience existante, il me propose d'en créer une nouvelle. D'accord? Donc, c'est coché directement sur Create. Si vous aviez d'expérience machine learning précédente, il peut vous proposer ça. Ok, il peut vous proposer de choisir une expérience précédente. Mais ici, comme on n'en a pas, on va créer une nouvelle. Donc, je vais dire my first, par exemple, my first auto ML. Ok, my first auto ML. Donc, vous la nommez comme vous voulez. Et il me dit de choisir la variable cible. Donc, je vais choisir ma variable cible, one status, de sélectionner une instance de calcul. Donc, compute instance. Et parce qu'on a créé dans compute instance. Pour rappel, il y a quatre types, je pense, d'instances de calcul dans Microsoft Azure. On a pris ce qui est le plus basique, vraiment pour faire des expérimentations, compute instance. Et je vais sélectionner ce que j'ai créé, à savoir GeoCluster. Et quand c'est fait, je clique sur Next. Jusque-là, je n'ai pas codé. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai choisi ma variable cible, lui, il a déterminé automatiquement le type de tâche que je veux faire. Puisque ma variable cible, c'est une variable binaire, il a déterminé alors que je veux faire une tâche de classification. Et dans vraiment 99% des cas, ça marche très bien. Moi, j'utilise Microsoft Azure pour des projets personnels. Franchement, je n'ai pas rencontré de cas où il n'a pas bien inféré le type de tâche que je voulais faire. D'accord? Sinon, s'il n'infère pas bien, vous choisissez vous-même. Est-ce que c'est régression que vous voulez faire? Est-ce que c'est prévision de série temporelle que vous voulez faire dans Time Series Forecasting? Est-ce que c'est du NLP que vous voulez faire? Est-ce que c'est de la Computer Vision que vous voulez faire? C'est à vous de sélectionner. D'accord? Donc, nous, on va le laisser sur classification parce qu'on veut créer un modèle de classification. Et on va cliquer sur View Additional Configuration Setting. C'est pour vous montrer quand même des choses importantes qu'il faut savoir. Alors, il me propose directement cette métrique-là pour évaluer les modèles. Parce que l'AutoML, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer plusieurs algorithmes et plusieurs combinaisons d'algorithmes. D'accord? Il va essayer beaucoup de choses. Et il faut une métrique qui permet d'évaluer le modèle. Ça, vous le connaissez. Et je vais faire une petite parenthèse pour dire ceci. Ceux qui pensent que les solutions AutoML vont remplacer les data scientists, c'est qu'alors ils ne savent pas vraiment ce qu'est un data scientist. D'accord? Parce que si vous venez à ce niveau, par exemple, et que vous ne savez même pas ce qu'on appelle classification, ce qu'on appelle régression, d'accord? Bon, ça, c'est facile, tout le monde peut le savoir. Mais si vous venez, si vous ne savez même pas quelle métrique il faut choisir, parce que on a plusieurs métriques, par exemple, l'état de classification, la accuracy, tout ça là. Mais on sait tous que lorsqu'on est en face d'un problème de déséquilibre de classe, l'accuracy, ça ne veut rien dire. D'accord? Et l'une des métriques optimales pour les problèmes de déséquilibre de classe est l'AFC. Ok? Tout le monde, en tout cas, ceux qui vraiment sont des data scientists le savent. Ok? Donc, il me propose ça. Donc, quitte à moi de choisir ce que je veux. Et la métrique se choisit aussi en fonction de la problématique business qu'on est en train de résoudre. Qu'est-ce qu'on veut privilégier? D'accord? On choisit ça en fonction de tous ces paramètres-là. Je laisse cocher Explain Best Model. Donc, il va expliquer, donc me donner comme on appelle,
l'importance des features, d'accord, par rapport à mon modèle. Je laisse cocher aussi Use All Support Model, ok. Je peux bloquer certains algorithmes. Je peux bloquer certains algorithmes. Donc, normalement, quand je laisse cocher tout ça, il va essayer tout ça. Logistic Regression, SGD, Multinomial Naive Bayes, Bernoulli, SVM, KNM, tout ça. Il va essayer tout ça. Mais bon, pour question du tutoriel, je vais vous montrer que vous pouvez bloquer des algorithmes. Je vais bloquer par exemple Decision Tree. S'il y a Random Forest, je ne vois pas pourquoi je vais encore choisir Decision Tree. Sachant que Decision Tree est plus susceptible à passer, à faire du surapprentissage, donc de l'overfitting. Donc je vais bloquer Decision Tree. Et additional, bon ça c'est pas important. Exit Criterion, voilà l'une des caractéristiques très importantes, d'accord? Ici, Training Job Time, il me propose 6, c'est en heure, il me propose 6. Pour ce tutoriel, vraiment 6 c'est trop, d'accord? Ça veut dire quoi en fait? Il faut savoir que vous êtes sur Azure Machine Learning, vous n'êtes pas dans votre machine. Donc, quand vous lancez un calcul, va vous coûter de l'argent, ok? Ça va vous coûter de l'argent. Et plus votre calcul est long, plus vous allez payer. On est d'accord. Donc ici, quand même, on est dans un tutoriel tout simple. Je ne vais pas faire 6 heures pour entraîner mon, mon modèle, mes algorithmes. Je vais prendre 30 minutes, donc 0,5. Puisque c'est en heure, ça veut dire que 0,5, ça fait 30 minutes. On est d'accord. Vous pouvez aussi choisir un seuil, une métrique seuil. Si par exemple, vous aviez déjà travaillé sur ce jeu de données, vous avez déjà fait des expériences peut-être en local sur ce jeu de données vous-même, que vous vous êtes dit peut-être là ici, là, vous avez trouvé 0,8, d'accord? Donc, vous pouvez lui mettre 0,9 par exemple pour dire que si au cas où il arrivait à 0,9, d'accord, il n'a qu'à s'arrêter de chercher. C'est ça en fait ce paramètre. Donc si on clique là, when this threshold value will be reached for an iteration metric, the training job will terminate. Donc si vous mettez 0,9 par exemple, dès qu'il va trouver un algorithme qui a un AUC de 0,9, il va s'arrêter. Même s'il n'a pas fini les 30 minutes, c'est ce que ça veut dire. Moi, je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser ainsi. Euh, et ce que je vais juste mettre, c'est que euh, il fait maximum 30 minutes. OK? Et concurrency aussi, c'est important. Ici, mass concurrent iteration, c'est le nombre d'exécutions que vous pouvez faire en parallèle. Donc, AutoML, il va essayer plusieurs algorithmes. Et ici, on nous permet de faire du calcul parallèle. D'accord? Au lieu d'attendre qu'une exécution finisse avant de faire une autre exécution, on peut faire des exécutions en parallèle. Et ça dépend du nombre de cœurs, le nombre de cœurs de notre instance de calcul. D'accord? 4 corps, 6 corps. Donc, je me rappelle, nous, c'était 4 corps. Donc, quand c'est 4 corps, moi, je peux aller à 3 par exemple, ok, ou bien à 2. Je laisse ça à 2 par exemple, ok. Donc, je peux faire deux calculs en parallèle. Donc, ce qui fait que, bon, euh, il va vite faire les calculs. D'accord? Et je fais Save. Maintenant, il y a aussi View Featurization Setting. Donc, il y a aussi cette partie. Très souvent, vous n'avez même pas besoin d'aller ici. Mais je vous montre quand même de quoi il s'agit. Donc, vous avez vos variables indépendantes et vous avez la variable cible en dernière position qui n'est pas cochée. OK? Euh, Ici, et le type de données. D'accord? Vous pouvez vous-même inscrire le type. D'accord? Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, euh, vous réduisez le temps de travail de votre AutoML en fait, d'accord? Puisque vous lui dites en même temps c'est de quel type. Mais par défaut, c'est mis pour auto. Pourquoi je ne vais pas changer ça? Parce que dans le monde professionnel, vous n'aurez pas de petits jeux de données comme ça. On a souvent des données avec 1000, 10 000 variables, ok? 1 million de variables. Vous pouvez avoir ça, ok? Et vous devez entraîner un modèle de machine learning sur ça. Faire AutoML sur ça, vous n'allez pas si vous avez 10 000 variables, vous n'allez pas vous mettre à faire
à cocher un à un comme ça jusqu'à 10 000. On est d'accord. C'est pour ça, bon, c'est mieux de laisser comme ça. Input with. Input with, ça veut dire quoi? Au cas où il aurait des valeurs manquantes, il fait l'imputation par quelle méthode? Il vous propose auto. Auto, c'est que c'est lui-même qui va chercher, qui va déterminer ce qui est adéquat. Et je vous le conseille souvent de le laisser comme ça. Mais je vous montre quand même. Min, c'est qui va faire une imputation par la moyenne, sachant que la moyenne est moins robuste que la médiane. Donc moi, je préfère souvent faire les imputations par la médiane si j'ai des variables numériques. Most frequent dans la valeur la plus fréquente. Et fill with constant, c'est que vous allez lui donner vous-même une valeur par laquelle il va remplacer les valeurs manquantes. OK? Mais on va le laisser sur auto parce que mettez-vous toujours dans l'idée que vous n'aurez pas des jeux de données à faible dimension, vous aurez des jeux de données à grande dimension. Donc vraiment, si vous voulez faire du machine learning automatisé, autant faire vraiment automatisé quoi, que d'être là à cocher les choses un à un. OK? Et si tout est OK, je fais save. Donc, je fais next maintenant. Ici, on est aussi à une phase importante. Donc, validation type. Il me dit select the validation and test type. OK. You can choose a validation type and select a test data asset as an optional step. Providing your own validation and test data asset are currently preview features. Donc, ici, moi, je vais choisir CAFOD cross validation. OK. Donc, voilà encore des choses. Si vous n'êtes pas vraiment un data scientist, au moins si vous n'avez pas la connaissance de ces choses-là, vous n'allez même pas savoir ce que choisir. D'accord? Donc, ben, pour autant, je pense que ces genres de solutions AutoML, c'est quand même bon parce que ça va permettre à des personnes qui ne sont pas forcément trop techniques, qui comprennent l'aspect, le workflow en machine learning, qui comprennent les choses de manière théorique, mais qui ne savent pas peut-être coder, ça va leur permettre de créer des modèles de machine learning pour leurs entreprises et de les déployer. Et s'ils ont les bons résultats, tant mieux. D'accord? Donc, c'est toujours des solutions. Mais, toujours est-il que le data scientist aura toujours du boulot. Ça, c'est clair. Je vais mettre le nombre de cross-validation à 5. Je le laisse tel quel. Et ici, vous avez la possibilité de fournir un jeu de données, pour le test. Donc, c'est-à-dire après qu'il ait entraîné les algorithmes et qu'il ait fait le réglage des hyperparamètres, il va sortir le meilleur modèle. Donc, si vous lui fournissez un jeu de données test, il va tester ce meilleur modèle et il va voir les métriques de performance. Ça c'est vraiment optionnel, d'accord? C'est vraiment optionnel parce que ici, il fait de la cross-validation. Donc, au fur et à mesure, il teste le modèle et il finit par choisir le meilleur, ok? Mais toujours est-il qu'on peut lui fournir. Donc, vous pouvez cliquer sur Provide et Test Data Asset. Donc là, vous lui fournissez. Donc si j'avais un autre jeu de données test par exemple, j'allais sélectionner ici. Donc je l'aurais enregistré et je l'aurais sélectionné. Ou si je ne l'ai pas encore, je peux le créer. Donc on ne va pas le faire. Vous pouvez, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez fournir un pourcentage de votre jeu d'entraînement. Un pourcentage de votre jeu d'entraînement. Donc je vais faire test split et moi je vais faire 20%. D'accord? Je vais dire, prends 20% de mon jeu de données d'entraînement pour tester mon modèle. OK? Il dit, AutoML recommend that between 10 and 30, 10 and 30% of data is head out for test. OK? Donc, je prends 20%. J'ai 30 000 observations. Je peux quand même prendre 20% pour faire le jeu de données de test. Et quand c'est fini, je clique sur Finish. Et là, je peux aller prendre un café, m'asseoir tranquillement et attendre que ça tourne et que ça me donne les résultats. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant comme solution. D'accord? Non, c'est intéressant comme solution, il faut le dire. Mais ça ne peut pas remplacer un data scientist. Parce qu'un data scientist, c'est beaucoup de choses. D'accord? Ce n'est pas seulement la création de modèles de machine learning. Il faut que vous sachiez que la partie modélisation dans un projet en data science, c'est vraiment même pas 10%. Le gros du travail, c'est dans l'acquisition des données
leur nettoyage, leur préparation pour la modélisation. C'est là le gros du travail. Et après la modélisation, maintenant la partie déploiement. OK? La partie déploiement. Mais aujourd'hui, vous avez des outils très simples qui vous permettent de créer des API pour vos modèles euh, tranquillement. Donc, franchement, ça, c'est bon. D'accord? AutoML, c'est bien pour démarrer rapidement un projet. Avoir une idée. Moi, je vais le prendre comme un base, comment on dit, un base modèle, d'accord? Un modèle de base, d'accord? Ça vous donne une idée tout de suite, ok? Mais toujours est-il que vous pouvez utiliser cette solution-là, AutoML, d'Azure et d'AWS, tout ce que vous voulez, pour vraiment régler une problématique métier dans votre entreprise. D'accord? Si votre entreprise a une licence, utilise une licence Azure Machine Learning, en tout cas, s'ils ont un abonnement Azure Machine Learning et que c'est ça qu'ils utilisent, ça fait partie de leur culture euh, d'entreprise. Si c'est ça qu'ils utilisent, ben, vous, en tant que data scientist, vous devez être compétent sur ça. Donc, soit c'est que quand vous êtes rentré dans la boîte, vous êtes rentré avec la compétence, soit c'est qu'il va falloir apprendre et très vite. Sinon, vous risquerez d'être éjecté. OK? L'autre chose qui est intéressante, c'est que je peux créer plusieurs exécutions dans une même expérience. Mon expérience s'appelle My First AutoML. Ici, il m'a nommé par défaut cette exécution. D'accord? Il y a l'ensemble des exécutions, en fait, forment une expérience globale. On a vu ça un peu dans l'une de mes vidéos sur MLflow. OK? Sur MLflow. Donc, je vous laisse le soin d'aller regarder ça au niveau de ma chaîne. Donc, vous pouvez faire plusieurs expérimentations et voir ce qui donne un meilleur résultat. Donc, ici, moi, je vais renommer ça. Je vais renommer ça, par exemple, First Run pour dire ma première exécution. Je fais Save. Donc, j'ai cliqué sur le crayon là et je l'ai renommé. J'ai fait Save, enregistrer, tout simplement. Donc, on lui laisse quelques minutes pour s'exécuter. On a mis 30 minutes, donc je vais mettre pause à la vidéo et revenir après la fin de l'exécution. Après quelques minutes d'exécution, l'AutoML a fini de trouver le meilleur modèle, donc le meilleur algorithme parmi un certain nombre. Et vous pouvez voir les résultats qui s'affichent ici. D'accord? Alors, l'algorithme, c'est Voting Ensemble, donc c'est un algorithme ensembliste, donc combinaison de plusieurs algorithmes pour former un unique et ils vont, en fait, il y a une sorte de vote pour déterminer la valeur de la variable cible. Vous pouvez voir tous les modèles qui ont été essayés, en tout cas toutes les combinaisons qui ont été essayées en cliquant sur l'onglet modèle ici. D'accord? Donc, vous voyez que le meilleur modèle c'est Voting Assemble. On peut cliquer dessus pour voir davantage ce que ça donne. Il donne un AUC de 0,95 pratiquement. Je clique sur ça et on peut voir euh, des détails. D'accord? Donc, vous avez même du code. Vous pouvez voir d'autres métriques. Vous pouvez voir d'autres métriques de ce modèle, l'accuracy, d'autres métriques, AUC, d'autres types d'AUC, le F1 score, etc. Donc, tout est marqué là. Et si vous êtes satisfait de votre mode, on peut regarder par exemple aussi explanation, je pense à ce niveau on a non explain modèle vous pouvez choisir compute instance euh, créer creating model explain pour qu'on on voit ensemble euh, run is complete.
The explainer will populate with your explanation. Donc, j'essaie de voir où est-ce qu'il montre l'explication du modèle. Ici, c'est Overview. Donc là, Explanation Preview. Ça charge. Ok. Donc là, vous avez tout type de diagnostic que vous pouvez regarder. Aggregate Feature Performance. Commençons par exemple modèle performance. Donc modèle performance. Vous avez ce graphique là. Data Explorer. Vous avez Aggregate Feature Importance, Individual Feature Importance. D'accord. Donc, tout ça, il faut déjà savoir le commenter. Top 4 features by the importance. Donc, les 4 variables indépendantes de par leur importance. Donc, 1%. Donc, c'est 1% comme le ratio dette revenu. Et c'est tout à fait normal que ça ait un grand pouvoir prédictif sur la capacité qu'a une personne à rembourser ou pas son crédit. C'est tout à fait normal. Loi internet, le taux d'intérêt aussi du crédit a un pouvoir prédictif. Euh, Est-ce que la personne est locataire, propriétaire ou bien mis en hypothèque aussi, ça compte. Le revenu, bien entendu, le revenu aussi compte, d'accord? Si je choisis par exemple d'afficher les 5 premiers, je vais voir aussi loin atteindre le motif aussi du crédit, importe, et le grade, ici c'est une notation de solvabilité, personne implique, donc la durée, la durée pendant la personne est en activité professionnelle. Donc vous voyez les variables et leur ordre d'importance sur la prédiction. Ok, donc je retourne dans modèle, je clique, euh, je- vous avez les modèles ici, hein, dans l'onglet modèle. Attends, non, ici c'est pour enregistrer un modèle, on n'en est pas encore là. Je reviens dans AutoML, j'ai First Run, j'ai mon modèle Voting Assembly et je vais choisir de le déployer. Donc, je suppose que je suis satisfait par ce modèle. Ok, je veux le déployer en tant que service prédictif. Quand je dis service prédictif, ça veut dire que je peux connecter n'importe quelle application client, que ce soit Python ou R, à ce service prédictif pour en fait faire des prédictions, soit des prédictions en temps réel. Donc, je mets les valeurs des features et je clique quelque part sur Predit, j'ai la prédiction. Ou bien des inferences en batch, ce qu'on appelle batch inference. Donc, c'est que j'ai un gros jeu de données, un jeu de données dont je n'ai pas la variable cible et mon modèle va m'aider à faire les prédictions pour toutes les observations de ce jeu de données. Donc, je clique sur Deploy Web Service. Donc, Deploy de modèle to et Web Service. Donc, je clique sur ça. Là, je donne un nom. Donc, je vais mettre service prédictif. Prédictif. OK. Je peux faire une description si je veux. Compute type. Alors, ici, c'est très important de comprendre. Vous avez deux possibilités. Deux instances de calcul où vous pouvez déployer votre service prédictif en tant que sous forme de service web. Il y a AKS Compute donc pour Azure Kubernetes Services Compute et il y a Azure Container Instance. Si
AKS Compute, c'est pour déployer en production. C'est que là, vous êtes déjà satisfait de votre modèle, tout ça, vous avez fait les tests requis et tout est OK. Vous voulez vraiment le déployer en production. Là, vous choisissez AKS Compute. OK? Et Azure Container Instance, c'est lorsque vous voulez déployer, mais pour faire on continue le développement et faire des tests aussi. D'accord? On peut vouloir faire des tests, voir comment le modèle va se comporter lorsqu'on va lui connecter une application client, par exemple. Là, vous déployez sur ACI. OK? Donc, pour ce tutoriel, on ne va pas mettre en production. D'ailleurs, si on met en production, ça suppose que, OK, on va consommer de la ressource parce que les applications clients vont se connecter pour faire des prédictions. Donc, il ne faut pas gaspiller les ressources, même si c'est gratuit pour les étudiants. Il faut quand même pas gaspiller les ressources. C'est un certain nombre de crédits, montant de crédit. Si ça finit, c'est fini. Vous allez devoir mettre votre carte de crédit. D'accord? Donc, ici, on va juste déployer avec Azure Container Instance. D'ailleurs, on n'a pas créé une instance de calcul AKS. Donc, on a seulement créé une instance de calcul ACI, Azure Container Instance. Donc, je clique sur ça. Et il ne faut pas faire Enable Authentication. Il ne faut pas cocher ça. Parce que si vous cochez ça, euh, il va vous donner un code pour consommer ce modèle-là, ce service prédictif-là. C'est une sorte d'API pour consommer votre modèle par des applications clients. Il va vous donner un code, mais ce code-là va nécessiter d'avoir une clé API. Or, quand vous déployez sur ACI, Azure Machine Learning ne vous donne pas la clé API. Donc, c'est là la difficulté. On suppose que vous êtes en train de faire des tests, donc vous n'avez pas besoin forcément d'une clé API. OK? Donc, ça a fait que vous n'allez pas pouvoir suivre la suite de ce tutoriel-là. Donc, ne cochez pas, laissez comme ça, laissez enable et ne cochez pas enable authentification. On va pas, on va pas cocher ça. On va le laisser tel et on va cliquer juste sur deploy. OK? Sur deploy. Mais si vous choisissez AKS par exemple, là vous pouvez faire enable authentification. Il va vous donner la clé d'authentification. Donc, ici, nous on va déployer sur ACI tranquillement. Et on clique sur deploy. Ça va faire quelques minutes, 2-3 minutes et ça va déployer. Et je vais vous montrer comment utiliser. Donc là, il vous dit modèle deployment successful trigger. C'est pas encore déployé, c'est en mode running. Donc, si je clique ici pour dire view ensemble détail, non, c'est pas là. Je clique sur deploy status ici, mon service prédictif là. Je vais voir que ce n'est pas encore déployé parce que si c'est déployé, il va mettre l'API ici, dans l'URL de l'API, le REST endpoint, le point de terminaison. OK? Il va le mettre ici. Ce n'est pas encore déployé, c'est en cours de déploiement. C'est pour ça ici, il met un healthy. Si c'est sur un healthy là, vous ne pouvez pas consommer le modèle. Donc, il faut que ça soit sur healthy. Donc, on patiente juste quelques minutes et le déploiement sera fait. Le service a été déployé. On le sait parce que ici c'est marqué healthy. Donc, healthy state indicate that the service is healthy and the endpoint is available. Et vous avez le point de terminaison ici que vous pouvez utiliser dans une application afin de faire des prédictions. Alors, comme je le disais au début, c'est que c'est une solution de machine learning no code. Donc, vous n'allez pas coder du début jusqu'à la fin. Donc, on vient de déployer notre modèle. On peut le tester. On peut tester ce service de prédiction, soit en renseignant directement ici des valeurs. On peut renseigner des valeurs et cliquer sur test pour avoir la prédiction. Ou soit on peut utiliser le format JSON, donc renseigner des valeurs, cliquer sur prédit et test ici. Ça va nous donner la prédiction. Donc je vais faire un exemple. Je vais renseigner des valeurs. Je vais mettre 25. Personne income, je mets par exemple 10 000.
ownership, je mets rent. Donc ici, il nous indique que vraiment c'est une variable type chaîne de caractères. Donc, ou bien je peux mettre own. Personne 1 plein, je vais mettre 3.0 par exemple. Le motif du prêt, je vais mettre education. Je vais mettre comme loan grade, je vais mettre D. Loan amount, je vais mettre le montant du prêt, je vais mettre 6 000 par exemple. Loan interest, le taux d'intérêt, je vais mettre 10. Donc c'est en pourcentage. Loan personne income, je vais mettre 0. Attention. 0.0. Attention, qu'est-ce que je fais? 0.08. C'est en pourcentage aussi. Ça, variante 0 et 1. C'est le ratio dette revenu. Force ici et personne crédit if je vais mettre 1. Donc, vous mettez des valeurs comme ça. Vous pouvez regarder dans votre jeu de données, test par exemple à votre niveau et prendre des exemples et regarder. Je clique sur test et il me donne le résultat 0. Donc, ça veut dire les caractéristiques de ce client-là font que le modèle prédit qu'il ne sera pas en défaut de paiement. D'accord? Tout simplement. Ça, c'est une façon de tester votre service de prédiction, d'inférence. Vous pouvez aussi consommer le modèle comme une API, comme en tant que API dans une application client. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous génère automatiquement les codes. Alors, je fais ce tutoriel là, on est en 2023, janvier 2023. Il y a trois possibilités. Donc, vous pouvez consommer en C dièse, il vous génère le code directement en C dièse. Vous pouvez consommer en Python et vous pouvez consommer avec R aussi. Donc, vous pouvez par exemple intégrer ce code-là dans une application web R Shiny, faire des inférences, ou bien dans une application Django, Streamlit ou Flask pour faire des inférences. C'est ce que je vais vous montrer et ce sera la dernière partie de ce tutoriel-là. Donc, on va simuler une application client et voir comment on peut utiliser ce code-là pour générer des prédictions en temps réel. Avant de simuler cette application client qui va consommer le service prédictif avec Python, je vais vous quand même vous expliquer un peu le code qui a été généré. Le code, il est très simple. D'abord, vous récupérez les données, d'accord, en format JSON. Une fois que les données sont récupérées, vous avez l'URL de votre point de terminaison, ok, et il vous donne un code pour générer la prédiction, d'accord. Il va lire la prédiction, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, j'ai préparé une application Python, un script Python pour dire que c'est une application, on va dire ça comme ça. Et je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer ce code-là dans cette application-là. Donc, copier. On suppose que dans votre entreprise, il y a une partie opérationnalisation des modèles de machine learning. Donc, il y a un service MLOps qui va prendre vous, votre travail, donc ce que vous avez généré comme modèle, son API et va l'intégrer dans l'application business de l'entreprise. Donc, je copie, je clique tout simplement sur copier. Je n'ai rien à coder, d'accord? Je clique tout simplement sur copier et je vais ouvrir Visual Studio Code où j'ai préparé un petit script avec du code Python, Python basique quoi. C'est les fonctions input. Donc input, c'est pour demander à l'utilisateur de rentrer des valeurs au clavier, d'accord? Donc je dis name, quel est votre nom, salut, veuillez renseigner les informations ci-dessous et j'ai nommé mes variables qui vont stocker ce que l'utilisateur a renseigné au clavier. C'est tout simple. Vous pouvez développer une petite application Streamlit pour le faire. Bon, moi j'ai voulu faire de manière simple. C'est pour vous montrer que vous pouvez consommer ce service prédictif là que Azure Machine Learning vous a généré directement dans une application client. Donc, je vais coller ce que j'ai copié ici tout simplement. Alors, je colle ça là. Donc, c'est mon service prédictif qui est là à partir de la cellule 24.
Et tout ce que j'ai à changer dans ce code-là, c'est ici. D'accord? Eux m'ont donné des valeurs par défaut, mais moi, j'ai nommé mes variables. Donc, personne a exactement. Donc, c'est ça que je vais juste copier à la place des valeurs ici. Donc, je fais juste ça rapidement. Voilà. Donc, vous voyez que c'est pas du tout compliqué aujourd'hui de créer et de déployer des modèles de machine learning en utilisant des solutions no-code. Voilà. Là, c'est fait. Donc, j'appuie sur CTRL S pour enregistrer mon fichier Python. Et là, je peux l'exécuter. Donc, supposons que c'est l'application, ça, on est en train de faire des tests en entreprise. On va tester si le service prédictif a été bien intégré à l'application business de l'entreprise. Donc, là, je fais terminal, new terminal. Et je vais exécuter le script. Donc, Python app.py. Il dit quel est votre nom. Je dis Joshua. Âge, je vais mettre 25. Revenu annuel, je vais mettre 100 000 par exemple. OK. Propriété immobilière. Donc, il me dit de choisir entre plusieurs choses. Donc, je vais mettre par exemple own. D'accord. Ou bien rent. Depuis quand le demandeur est-il en activité professionnelle? Je vais mettre par exemple 3 ans. Motif du prêt, je vais mettre, par exemple, je vais mettre quoi? Euh, Education, par exemple. Catégorie du crédit, donc ça c'est la notation de solvabilité là, je vais mettre C, par exemple. Montant du crédit, je vais mettre par exemple 55 000. Et taux d'intérêt, je vais mettre 10, par exemple. Ratio dette revenu, je vais mettre 0,09. Est-ce que le demandeur de prêt a découvert bancaire ou pas? Je vais mettre false. Échéance des crédits précédents en nombre d'années, je vais mettre 2 par exemple. J'exécute. Et il me met la prédiction. Résulte, regardez ici, résulte 0. Donc, résulte 0, c'est la prédiction qui a été faite par mon service prédictif, mon service d'inférence. Et là, on teste. Ça, on peut le reformater. Hein, vous pouvez le reformater. Ça provient de ce code-là. Regardez ici. Try, ça, et print result. C'est ça. Il affiche ça. OK. Print result. Donc, je viens de simuler une application cliente avec Python qui me permet de consommer mon service prédictif. Nous sommes à la fin de ce tutoriel, mais je vais quand même récapituler tout ce que nous avons vu pour que vous ayez les différentes phases en tête. D'abord, nous avons commencé par euh, créer une instance de calcul. Avant de faire tout ça, il est important que vous vous abonnez à Azure, donc que vous créez un compte Azure. D'accord? Je vous ai dit, si vous êtes étudiant, vous avez un certain nombre de crédits qui va vous permettre d'explorer gratuitement les solutions d'Azure. Donc, vous allez sur portal.azure.com et vous créez un compte. Quand c'est fait, vous créez un groupe de ressources. Au début du tutoriel, je vous ai montré comment créer le groupe de ressources. Et maintenant, vous accédez à Azure Machine Learning Studio. Dans Azure Machine Learning Studio, la première des choses qu'on a faites, c'est de créer une instance de calcul. La deuxième chose, c'est d'enregistrer notre jeu de données d'entraînement. On l'a fait en utilisant le module Data.
Après, nous avons créé une expérience machine learning AutoML. OK? Nous avons fait notre paramétrer cette expérience-là et nous l'avons exécutée. Une fois que ça a été exécuté, nous avons trouvé le meilleur modèle, nous a donné le meilleur modèle et nous avons déployé ce modèle-là en tant que service web pour la prédiction en temps réel. D'accord? Et Azure Machine Learning vous donne aussi le code pour pouvoir consommer votre modèle, par exemple dans une application client, et vous donne ce code-là dans trois langages, à savoir CDS, Python et R. Et moi, je vous ai simulé une application client très simple avec Python qui vous permet de consommer ce modèle-là. Donc, vous voyez que avec cette solution, on peut créer et déployer un modèle de machine learning sans coder. Donc, c'est une solution no code. Pourquoi j'ai fait d'ailleurs cette vidéo? Ce n'est pas pour faire la publicité à Microsoft Azure. euh, ce n'est pas mon objectif, mais c'est plutôt pour déjà vous montrer comment ça marche. C'est quand même un plus d'avoir cette compétence-là. C'est un plus. Et non seulement ça, c'est parce que moi j'ai l'idée en fait de construire une solution no-code de machine learning. D'accord? De construire ça, de monter ça. Je ne sais pas encore comment ça va se faire. Je n'ai pas forcément des compétences de développeur pur, mais quand même pour la partie code data science, j'ai envie de le faire et mettre ça à disposition des gens, des organisations, des petites entreprises pour qu'ils puissent l'utiliser et créer déjà des modèles à leur niveau sans coder. D'accord? Sans coder. Et ça sera quand même un plus. Moi, je vais le faire déjà pour consolider mes connaissances. Donc, vraiment, parce que c'est un gros projet, ça sera du lourd. Regardez tout ça, c'est des gens qui ont codé derrière. C'est pas une seule personne, c'est une armée de développeurs. OK? Le faire déjà pour moi-même, ça va m'aider à consolider mes connaissances, à apprendre beaucoup. Et ça va permettre aussi de fournir quand même un service peut-être qui sera payant, je ne sais pas. Et si vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez m'écrire en commentaire, comme ça on prend contact ensemble et on va commencer par travailler sur ça. Je vais monter une équipe sûrement et travailler sur ce projet-là. Et c'est important de créer ce genre de service-là parce que ces fournisseurs, ce sont des Américains. Ce sont des Américains. Aujourd'hui, la difficulté pour certaines entreprises de rentrer dans le cloud, c'est justement parce qu'ils n'ont pas de solution alternative autre que les solutions américaines. D'accord? Dans la plupart des cas. Et je veux parler surtout de l'Afrique. En Afrique, on n'a pas encore ce genre de choses-là, de technologie-là, qui sera propre à nous, c'est-à-dire détenu par des Africains. Et moi, je veux contribuer à ça. Il faut combler ce vide-là parce que le cloud aussi doit être souverain. On ne peut pas se permettre de stocker nos données dans des data centers qui sont quelque part à Dallas ou bien à Chicago ou je ne sais où. Vraiment, il faut un cloud souverain africain. Déjà, l'Europe n'a pas encore un cloud souverain, ça il faut le dire clairement. Mais ils s'investissent, d'accord? Ils font il y a des projets, il y a des choses qui se font, d'accord? Il y a des choses qui se font. Il y a des services cloud européens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de services cloud européens, mais bon, à quelle échelle et pour quelle part de marché, c'est vraiment insignifiant, d'accord? Donc, nous, en tant qu'Africains, si nous avons des compétences, nous devons travailler pour le continent. Donc, c'est pour ça, moi, je commence vraiment à m'intéresser à cette technologie-là du cloud, aux solutions cloud. Aujourd'hui, je suis en train d'explorer. J'explore Azure, Machine Learning. Bon, je travaille beaucoup avec Azure, c'est vrai. J'aime beaucoup leur interface, c'est très simple. Je vais explorer aussi AWS, Google Cloud et je ferai des tutoriels sur ma chaîne. Donc, si tu ne veux rien rater de tout ça, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour être informé lorsque je publie de nouvelles vidéos.
Et si ce que je fais sur cette chaîne, c'est-à-dire la démocratisation de l'accès à la data science, si ça t'intéresse, fais-le savoir dans les commentaires. Surtout, partage les vidéos que tu regardes, mets un like. Ça permet à la communauté de grandir. Et mon objectif pour cette année 2023, c'est que nous passions vraiment au-delà des 10 000 abonnés. Ce serait vraiment bien et encourageant pour ceux qui travaillent euh, à l'épargne, en tout cas à ce que ces chaînes grandissent. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Ça a été long, mais quand même, je suis sûr que vous avez appris beaucoup de choses et vous pouvez continuer votre apprentissage de cette solution loco de machine learning. Il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Vous pouvez utiliser vos propres jeux de données pour continuer votre apprentissage, déployer des modèles, les consommer par des applications clients et comme ça, vous pouvez améliorer votre portfolio et augmenter votre employabilité si vous cherchez du boulot par exemple. Merci et à bientôt.